Bien le bonjour, mes seigneurs et gentes dames. Bienvenue dans Histoire oubliée, la chronique qui vous fait découvrir ou redécouvrir les trésors cachés de notre région. Aujourd'hui, nous allons nous frayer un chemin à coups d'épée, tout en évitant les flèches des Anglois, vers un champ de bataille resté célèbre et dont vous connaissez au moins de nom. Azincourt. Mais savez-vous vraiment ce qui s'est déroulé là-bas ? Sans plus attendre, partons dans les couloirs du temps. Nom de Zeus! Tout commence au début du XVe siècle. Deux familles se disputent alors le pouvoir en France. Les Bourguignons, commandés par le duc de Bourgogne, et les Armagnacs, dirigés par le duc d'Orléans. Le jeune roi d'Angleterre, Henri V de Lancastre, profite de la discorde pour lancer une attaque contre la France. Au printemps 1415, il rassemble une armée de 30 000 hommes, ainsi que 1600 navires chargés de victuailles, de munitions et embarque pour la côte normande. Arrivé sur place, il s'empare de la ville d'Harfleur et y installe une garnison. Pendant ce temps, les Armagnacs et les Bourguignons s'interrogent et perdent du temps. Faut-il attaquer ensemble ? En effet, les Bourguignons se sont souvent alliés aux Anglais. Les Armagnacs décident de partir seuls, avec une armée forte de 45 000 hommes, à la rencontre des Anglais qui sont bien mal en point. En effet, le siège d'Harfleur a fait de nombreux morts et la dysenterie décime l'armée anglaise. Talonnés et harcelés par l'armée française, les Anglais se font barrer la route près d'Azincourt. Pensant ne faire qu'une bouchée de la soldatesque ennemie, le camp français commet une première erreur. Ils choisissent une étroite clairière pour livrer bataille, où il est impossible de déployer une si grande armée sur un si petit espace. De plus, la pluie se met à tomber, rendant le terrain impraticable pour la cavalerie. Le lendemain, le vendredi 25 octobre, à l'aube, les deux armées se font face. Pendant plusieurs heures, les soldats se défient. Puis, plusieurs salves de flèches sont tirées sur les Français. Un « aux armes » retentit aussitôt dans les rangs. La bataille peut commencer. La plus grande indiscipline règne parmi les Français. Chacun veut s'illustrer et les assauts sont menés sans la moindre coordination sur un terrain détrempé. En face, les archers anglais déversent une pluie de flèches sur les chevaliers qui chutent. Incapables de se relever, empêtrés dans leurs lourdes armures, ils sont aisément achevés par les écorcheurs ennemis au coup près, à la hache ou à l'épée. Sur les trois formations françaises disposées l'une derrière l'autre, les deux premières sont déjà taillées en pièces. Mais alerté par les bruits de la bataille qui se déroule sur ces terres, le seigneur Isambard d'Azincourt accourt pour porter secours à la soldatesque française avec 600 paysans. Il attaque le camp anglais situé à Maisoncelles, juste derrière l'armée anglaise. Les Anglais, craignant d'être pris en tenaille, égorgent tous leurs prisonniers sans ménagement. Voyant les Anglais trop nombreux face à ces quelques centaines de paysans, le comte bat en retraite, tout en s'emparant au passage de la couronne du roi d'Angleterre. Tout n'est pas perdu. Mais une charge de cavalerie finit de mettre les Français en déroute. Les conséquences de cette bataille sont multiples et tout aussi désastreuses pour la France. D'abord, elle marque la fin de l'utilisation d'armures lourdes. Ensuite, la monarchie des Valois se retrouve en grande difficulté. Cette bataille, très meurtrière, 10 000 Français tués contre 300 Anglois, a ruiné l'administration. Une grande partie de la noblesse et de nombreux administrateurs sont tués ou emprisonnés. Sur le plan social, un sentiment anti-anglais, apparu depuis la bataille de Bouvines, se propage dans tout le royaume. Enfin, en 1420, Charles VI, le roi de France, doit signer le traité de Troyes, par lequel il fait du roi d'Angleterre son héritier et il lui donne la main de sa fille, Catherine de France. L'héritier Charles VII doit se réfugier à Bourges, au sud de la Loire, et considéré comme non légitime car non sacré à Reims. Le royaume est divisé en trois, entre le parti du roi de France, l'Angleterre, la Bourgogne. Mais 15 ans plus tard, Jeanne d'Arc, guidée par sa conviction, sa bravoure et aussi quelques voix, délivrera le royaume du joug de la perfide Albion. Mais ça, ce sera dans d'autres régions. Et c'est ainsi que s'achève notre voyage. Nom de Zeus!
Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre chronique d'Histoire oubliée sur Banquise. Salut à tous!